on a un peu, pas déconstruit, mais posé toutes les objections à la consistance de ces couples oppositionnels binaires qui d'un côté elle est trop réductrice et d'un autre côté c'est un couple oppositionnel qui est plutôt dans la fantasmatique et dans l'identitaire. J'ai essayé de faire toute une série d'objections en m'adressant, comme si cette partie je l'aurais pu faire en italien, au côté identité communiste, puis j'ai fait quelques objections, je pourrais continuer, mais au côté identité anarchiste, mais je viens à un truc un peu plus général, on en parlera la prochaine fois. Si c'est une obsession maladive de ma part, ça suffirait une fois à me l'expliquer. Moi, je serais consolé d'une série de vertiges angoissants et on se serait libéré de quelqu'un qui revient à soulever des questions. Nous parlons de, en donnant comme présupposé l'idée d'une révolution nécessaire. Elle n'est pas inscrite dans une philosophie de l'histoire, sinon ça serait de la providence ou de l'idéalisme, l'esprit du monde qui se développe vers la liberté. Donc c'est toujours un pari qui se réunit non plus que notre volonté, ça suffit à le produire. C'est qu'on appelle, qu'on appelait révolution. Après, ça s'ouvre tout la bagarre sur qu'est-ce qu'on entend pour ça. Bon. On met dehors des problèmes philosophiques sur les sens, au sens vraiment originaire. Est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'on ne prétend pas d'avoir une réponse? Peut-être pour nos limites. Peut-être qu'en tout cas, sauf les gens qui ont la grâce de croire dans une autre vie et dans une providence, en tout cas, en dernière analyse, chacun de nous va mourir et on le sait, à différence que les autres espèces animales. Ça mourra, même le dernier homme, ça mourra tôt ou tard l'espèce, la Terre, la galaxie, le cosmos. Est-ce qu'à cause de ça, on devrait, puis il y a les conceptions sur le temps linéaire, le temps circulaire de l'éternel retour, l'être qui est toujours là, et le temps c'est surtout une apparence, comme le disait Parménide, comme le dit aujourd'hui Emanuele Severino, c'est comme un laser qui éclaire des choses, mais qui sont là depuis toujours et pour toujours. Parce que si tu te poses un problème de commencement et de fin, tu risques, dit Severino, le nihilisme, de l'idée d'aller du néant au néant. Mais on peut trouver une solution provisoire. Je pense qu'il y en a qui l'admettent, il y en a qui la donnent pour implicite, qui est que même si l'humanité devait terminer dans 100 ans, ou le monde, le système solaire, la galaxie, le cosmos, dans je ne sais pas quand, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sens se révolter. D'abord parce que il y a l'idée de temps subjectif. Une fois, le temps autistique dit, une fois Einstein expliquait à des étudiants, regardez combien ça dure 5 minutes à siroter une boisson assis sur une chaise longue devant la mer et 5 minutes enchaînées avec le cul sur le radiateur bouillant. Donc on peut dire qu'une perpète c'est vraiment une éternité.
Donc, les conditions, même si on devait considérer qu'on est dans une phase rapprochée d'une sorte de... qu'on est rentré dans une phase agonique, c'est pas indifférent les conditions dans lesquelles cette vie est menée par les humains. Ce n'est pas vrai, c'est peut-être un sens très relatif, mais ce n'est pas que puisque à la fin on sera tous morts, alors tout est égal, tout est permutable dans un non-sens généralisé. En tout cas, pour parler de révolution, évidemment, on considère que ce n'est pas comme ça. Ou en tout cas, on met d'un côté la question du sens. Et en tout cas, on peut dire que la révolte, c'est peut-être la chose la plus noble qui peut exister dans l'existence humaine. Et ça n'a pas besoin de devoir montrer son sens métaphysique, et je ne sais pas. Bon. Faites cette prémisse. Est-ce qu'on est d'accord, on l'a dit plusieurs fois, qu'on parle de l'espèce humaine et qu'on pourrait ajouter quelque chose? C'est qu'on marque la différence avec les autres espèces, évidemment, pour des anthropocentristes qui pensent qu'il a une origine transcendante qui a placé l'homme au centre de l'univers, c'est différent. Mais disons, pour qui n'a pas ce type de foi. Ce qui distingue le plus les espèces, comme on l'a dit, ce n'est pas tellement l'aspect physique. Il y a des analogies, ou même neuronales, avec des espèces différentes, du porc ou dauphin. Marx il s'amuse à dire que le travail, ce n'est pas l'essence humaine, puisqu'il y a des espèces animales qui travaillent d'une façon automatique, mais l'abeille, l'araignée, les castors. Donc au fond, c'est la parole, et c'est donc le commencement d'un dispositif qui amène à la pensée abstraite, à l'inférence, à la déduction, donc à l'illusion peut-être de la liberté, à l'angoisse, à la connaissance de la mortalité, à la découverte ou à l'invention d'une temporalité et du rapport d'altérité. Donc, ça se fait dans les mythologies, on dit l'arbre de la connaissance, c'est une damnation, mais quelque part on pourrait dire noble, ou alors je ne sais pas. Mais disons, c'est la parole et tout ce qui s'ensuit, et c'est effectivement la révolte. Est-ce que vous connaissez des espèces animales autres que l'humain qui se révoltent? La gazelle, comme on dit. Et elle s'échappe tout le temps. Deleuze dirait, un chameau, il peut ne pas boire pendant 6 jours. C'est la puissance au chameau. La gazelle, sa puissance naturelle, c'est de s'échapper. Et le lion, c'est de la guetter. Mais il n'y a pas des organisations d'action collective, de révolte dans aucune espèce d'animal. Que je sache, il n'y a pas eu de révolte des abeilles ouvrières contre l'abeille reine, etc. Bon. Il n'y a que des gens qui ont fait l'expériment de donner, d'insuffler de la nicotine ou d'autres drogues aux araignées, et ça vient des toiles d'araignées biaisées, mais bon, il n'y a pas de révolte. Donc, ce n'est pas le travail, mais c'est la révolte, beaucoup plus un élément distinctif de l'espèce humaine. D'ailleurs, je pense que cette conscience de la mortalité, c'est pour ça que Marx a une base très philosophique, c'est à la base de l'idée de la plus-value. Quand Marx se pose les problèmes suivants d'une façon critique que les économistes classiques, oui, mais qu'est-ce qui crée la valeur?
par l'échange, puisque le diamant le plus précieux ne vaut rien dans le désert. Si tu es en train de mourir de soif, tu le donnerais pour un verre d'eau. Et donc, l'échange ou même le vol, le transfert d'un porte-monnaie d'une poche à l'autre ne crée pas de la valeur. Qu'est-ce que c'est l'essence de la valorisation? C'est, il dit Marx, la partie celle élémentaire qui maintenant, c'est le temps de vie humaine. Et le temps de vie humaine a de la valeur puisque les humains, je pense au plus de vie, sont conscients de sa propre mortalité. Je ne vois pas un système économique fondé sur le fait que une brouette ou la roue, ils sont en soi créatrices de la valeur. Il faut de la force de travail humaine, y compris pour un ordinateur. En mulet, que je sache, il n'y a pas un salaire, des trucs, etc. C'est une force, c'est comme l'eau. Donc, la force de travail, c'est une force de travail humaine. Et la spécificité, c'est, à mon avis, que le temps de vie, c'est la chose universellement la plus rare et donc précieuse. Ça tient. Ça, c'est un fondement conceptuel, c'est pas de la technique d'économiste. Moi, je suis totalement ignorant là-dessus. Alors, je vais dire, si donc la révolte et la fraternité dans la révolte, les alliances, etc., ou la révolution, c'est quelque part le propre de l'humain. Sans révolte, la vie dont on ne prétend pas d'affirmer mais sens, ça serait en plus beaucoup plus morne. Or, aujourd'hui, ils ont fait irruption dans le champ mental, utilisés de tous bords par les gens en haut pour en faire des marchés, beaucoup d'éléments de complexité. Par exemple, il y a tous les discours, vous voyez, autour de Copenhague, sur l'éco-catastrophe, ou des catastrophes qui ne sont pas la fin du monde dans les milliards d'années, mais sont la possibilité concrète que le bilan énergétique, etc., c'est tellement altéré par cette espèce d'économie qui a une idée sans limite de l'utilisation de la transformation de la nature, de sa substitution par l'artifice, que beaucoup de monde vient à dire. Au début, on les prenait pour des illuminés, des millénaristes. Aujourd'hui, c'est même une grande affaire des États. Ça peut être tout un illusionnisme, mais disons, il y a une espèce de sens commun qui dit qu'il y a presque une entropie, qu'on est à la veille de l'agonie de l'espèce. C'est vrai ou pas? On nous le dit en tout cas. On nous le dit les Onusiennes, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On est bombardé par des trucs. Est-ce qu'on devrait devenir des experts en chimie pour pouvoir dire à l'autre si les OGM produisent des effets monstrueux, si le réchauffement de la Terre, comment on peut? Chacun, les gens parlent, il y a des vérités officielles, et puis il y en a d'autres, et puis les gens aujourd'hui te disent, j'ai trouvé sur Internet, c'est plein de Nostradamus à la sauvette, ça suffit un délire. Comment tu peux réellement dire d'avoir des éléments de référence? Ça devient de plus en plus un bruit généralisé. Mais j'ai dit, il y a un truc qui est sûr. Admettons que ce processus de capitalisation, que ça soit vrai en partie ce qu'ils disent les plus apocalyptiques, que l'économie monde, l'économie moderne, autrement dit capitaliste, ils le disent même les gens de la décroissance, elle a
commencé à violenter, à violer la nature, et ça a un effet catastrophique. Il peut le dire Benoît XVI en disant si l'espèce humaine il pense de pouvoir devenir Dieu, ça ne peut qu'amener à la catastrophe. Bon. Et d'ailleurs, l'idée de quelque chose qui doit s'accroître définitivement d'une façon exponentielle, ça te donne un peu l'idée. Tout le monde se rend compte, les gens qui font les grandes messes à Copenhague, ils font mine de savoir, de contrôler, mais qu'est-ce qu'ils savent? L'émission massive de des géants dans la production et dans la consommation, comme l'Inde et la Chine, et déséquilibre tout, qu'est-ce que seront à terme les conséquences? Mais admettons qu'en espèce d'optimisme scientifique, ils disent, oui, mais tu sais, au fond, cette espèce, il y aura beaucoup de catastrophes, mais il y a aussi des feedbacks. Et en dernière analyse, au bord du gouffre, on s'arrêtera, on commencera une forme de divarication qui dit l'éco-capitalisme, qui dit des formes de décroissance, je ne sais pas. Admettons, en tout cas, moi, pour un moment, admettons que ça mène à la catastrophe, ou admettons que et raison ceux qui disent qu'en tout cas les extrapolations apocalyptiques sont des extrapolations à la limite, mais que dans les processus réels, ils s'engrangeront inévitablement des dispositifs de sortie de cet enchaînement comme un train. Bon. Alors, on peut admettre ça. Est-ce qu'on peut l'exclure en absolu? Non. Par contre, si la catastrophe atteint le niveau du mental de cette espèce même, c'est beaucoup plus catastrophique qu'un marasme, pas dans le naturel, matériel de la biosphère, des ressources, etc., mais qui est dans la même fibre de l'humain. D'ailleurs, le capitalisme, ça fait déjà un quart de siècle, qui est passé du fait de s'attaquer à la nature, avec toutes les conséquences sur lesquelles on discute, et qui s'est attaqué directement à la production des subjectivités. Par la génie génétique, il touche au génome humain. Par l'information, la télématique et l'informatique, il touche à la production des subjectivités. Il touche à la définition du vrai et du faux. On dit même dans les langages courants quel désastre c'est l'effet de la télé, de cette espèce d'overload qui te bombarde. Et il y en a un autre, que tu peux toujours avoir un lueur d'espoir s'il y a des points de résistance et des potentiels contre-offensifs. Mais, et là je n'en parlerai la prochaine fois, si nous avons fini pour intégrer dans notre époque, si vous allez sur Internet, moi je le trouve beaucoup plus catastrophique que les pires overload de telenovelas qui répandent la mythologie des bons flics et puis de toutes les conneries les plus merdeux du trash télé, etc. Mais regarde par contre le monde qui s'est posé comme les antagonistes, les révoltés. Tu as vu que de plus en plus, il n'y a plus une thématique qui dit c'est ça, donc on se révolte. Il y a par exemple la prolifération d'une espèce de négationnisme.
qui dit quand des choses t'arrangent, c'est vrai. Quand tu ne t'arranges pas, ce n'est pas vrai. Et je ne sais pas, un petit truc que je vous dis. Il y a eu cet épisode de Milan. Le 13 décembre, il y a un banc de foule de Berlusconi et il y a quelqu'un qui lui lance un souvenir kitsch là du dôme de Milan à la figure. Non? Alors, dans Facebook, il y a des milliers et là je parle de la camaraderie, d'interventions qui disent waouh, c'est bien, 10 000 Tartaglia, c'était le nom de famille du type qui a lancé la chose. Suivez-moi attentivement. C'est très populaire. Laissons tomber ceux qui se déchaînent dans les pipe shows de la politique officielle. C'est pas important. Un théâtre obscène de tout bord. Ils essayent de dire que c'est la gauche qui, dans son fort intérieur, est jubile, mais il dit ah voilà, c'est la violence, c'est un déséquilibré qui est en réalité un signal qu'il y a encore les années 70, les années de plomb, les contestateurs, etc. Il y a des autres de tout type. Mais je prends les gens qui écrivent 10, 100 000 travaux. Il y a eu des articles de critique d'un groupe qui s'appelle Combat en Italie, qui c'est un peu communisme de gauche marxienne, un article de mon camarade Paolo Persichetti qui dit bon, là c'est un espèce de truc assez populacier qui personnalise sur Berlusconi, mais au fond il finit pour tomber dans une diversion parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Et puis, au fond, il marche dedans une espèce de guerre civile froide et symbolique entre des groupes et des fractions bourgeois qui brandissent les uns le libéralisme effréné, les autres la régulation par l'État et la légalité comme horizon et la pénalité et la justice pénale. Donc qu'est-ce qu'on a à foutre, nous, de ce que les marxistes et léninistes d'antan auraient dit des déchirements entre fractions de la bourgeoisie. On peut faire cette critique. Moi, j'avais pensé, je ne l'ai pas écrit, qu'il y a quand même un truc. Ça se représente d'une façon un peu grotesque, mais un imaginaire qui fait allusion au fait qu'il y a tyran, donc il y a tyrannicide. Mais si le tyrannicide est réduit à une espèce de geste un peu folklore de lancer un souvenir, comment ça se fait que tellement de gens qui disent vive le lanceur en 110 000, ils ne se sentent un peu merdeux de ne pas l'avoir fait. Si tu dis vive les gens qui ont attaqué le Pentagone, je peux comprendre que ce n'est pas à la portée de tous. Mais si tu trouves tellement extraordinaire le geste de lancer un pavé ou une tarte de merde, un gâteau de merde, et que tu as besoin de devenir un tifoso, tu n'as pas un moment dans lequel tu dis, mais moi, pourquoi je ne l'ai pas fait? J'ai eu besoin d'attendre ce mec. Mais tu vois, déjà on pouvait faire des critiques, mais c'était encore quelque chose qui tenait de la vie, du corps, du corporel. Tu pouvais dire, bah, ça risque de détourner sur une espèce de truc de tricoteuse, c'est pas bon pour une conscience de classe dans laquelle il y a une guerre sociale, donc il y a un ennemi, il n'y a pas un fétiche négatif à lyncher. Bon. Mais c'était encore quelque chose. Qu'est-ce qui se passe?
que, probablement à cause du fait que le mec, tout le monde se précipite, son père, la famille, les médecins, a montré qu'il avait été psychiatrisé toute sa vie. Mais là, tu sais, les bourgeois, ils trouvent toujours dans tous les attentats, même ceux sérieux, il y a toujours le déséquilibré, ils en trouvent bon. Mais non, mais c'est que lui, les jours après, il écrit en demandant pardon, en disant que son acte est lâche. Berlusconi, il se paye un truc de rien du tout. Il dit, moi, humainement, je l'ai pardonné. Mais en même temps, il dit, mon devoir, c'est de m'augurer qu'il ne sort pas trop tôt. Parce que moi, je l'ai pardonné, mais là, il y a un précédent, la société doit se défendre. Et rien, pour ce rien de tout, il y a le père, la famille, l'avocat et ces garçons même qui disent, ils se prosternent en disant qu'est-ce que vous êtes bon, etc. Donc, dans les tours d'un jour, un idole ne tient plus. Et puis en même temps, mais tu pouvais le savoir, avec tout le fonctionnement du spectacle social, Berlusconi monte en flèche dans les sondages. Et alors, les mêmes, ils trouvent que la chose n'est pas vraie, que c'est destitué de réalité. Et tu trouves un truc infini sur Facebook qui dit « Oh non, mais c'est pas possible, ça c'était tout un coup monté, vous n'avez pas vu que le sang il tarde, alors ce n'est pas vrai. Ou si c'était vrai, c'était une simulation, ou c'était organisé. » Mais ce qui me frappe, qu'est-ce que ça signifie là? Que toi, et il y en a de plus en plus, camarade X, tu penses que, bon, Berlusconi, les services, la spectre, etc., est capable d'organiser une simulation comme ça. Mais que donc, tous les gens qui étaient dans la foule, à commencer par les contestateurs, c'est des faux semblants, c'est des marionnettes qui sont dans les complots. Et jusqu'au dernier bracardier de l'hosto, ils doivent être et aussi dans les complots. Donc la réalité, c'est interchangeable. Le faux, le vrai, ça n'existe pas. Et donc, ça me fait penser aux choses suivantes. Ça sort une idée dans laquelle, parce que tu commences à dire, ce n'est pas vrai que les Américains sont allés sur la Lune. Les gens qui disent vive la résistance irakienne, dès qu'il y a même un char américain qui saute, il y en a qui disent c'est pas possible. Alors quelle résistance? Ils se les sont fait eux-mêmes. Les Twin Towers, ils se les sont fait. Alors donc, l'histoire, en réalité, il y a un agent unique, que ça revient au diable, à Belzébuth, qui est le marionnettiste, et donc, et c'est le même gens qui pensent que si un bloc, un casseur lance une pierre, ça ne peut pas être authentique, il doit être un flic déguisé. Donc, tu peux déconstruire toute l'histoire, parce qu'il y a toujours un espèce de centre de maléfice, le malin, qui joue tous les parties en comédie. Alors, il y a ça, et puis les humains, qui sont? Il y en a qui sont des marionnettes, des faux semblants. Et donc, il y a l'idée, comme dans les films Blade Runner, et tout le monde peut être déjà devenu un répliquant. Je ne sais pas si Matrix, je ne l'ai pas vu, c'est un peu comme ça. Ou le simulacron de Fassbinder. Donc, à mon avis, tu commences à penser qu'en dernière analyse, toi-même, tu ne sais plus, tu pourrais être devenu un répliquant. Tu es du vide, tu n'as pas de consistance. Même les plus vulgaires populations de lynchage, il y a quelque chose de corporel. Comme le dit mon ami Gouchou, il y avait une foule chaude qui se mettait en jeu de son corps, même les tricoteuses, c'était pour gueuler, mais c'était là. Aujourd'hui, tu restes chez toi et tu construis et déconstruis une réalité virtuelle, tout est possible. Et tout est également
ça c'est une espèce de vision comme l'hérésie gnostique, n'a pas de consistance. La vie, le vrai, le faux, ça se mélange, ça se remonte. Et toi, tu fais ça, donc tu dis, où ça se termine? Donc il y avait le malin, ça peut être un homme ou un aéropage, une entité. Il y en a toutes ces théories de complot, c'est la synergie, c'est l'opus dei, c'est la latéral, c'est les fachos. À l'époque du fascisme, on disait les protocoles des sages de Sion, les juifs, la conjuration des mots plutôt pratiques, judéo-bolcheviques, la conspiration, c'est toujours des entités comme ça, fantasmatiques. Bon, eux, ils sont là, haha, tu crois à ce qu'ils te racontent, mais évidemment, ça ne peut pas être possible. Et puis, il y a les marionnettes, qui doivent être beaucoup, parce que ce n'est pas une société, c'est une société d'une transparence angoissante, donc quand même, il ne peut pas se passer que... non, il n'y a pas eu un mort, il y en a eu 25, on dit, mais où sont les familles? Et c'est tout dans le secret, dans les, tout est, donc les gens sont de plus en plus des réplicants au sens de Blade Runner. C'est des marionnettes qui font partie du complot. Et puis il y a les troupeaux. C'est un truc sectaire. Ils disent, les gens qui tiennent de cette position, que nous, que pour les raisons les plus différentes, ne sont pas si savants de jouer, de comprendre que tout est faux, nous sommes appelés les vierges. Donc il y a le troupeau qui croit que vraiment il y a eu un geste révolutionnaire ou pas révolutionnaire, un truc, non. Donc c'est les troupeaux. Et puis il y a cette espèce de vertige d'être une secte des illuminés qui perçoit à chaque fois que mais non, mais tu vas pas. Après, j'ai fait des objections, j'ai discuté avec quelqu'un. Tu lui dis, mais écoute, tu me parles des gens tellement malins qu'ils arrivent à monter un truc, que tout est faux, etc. Alors pourquoi il laisserait des traces et des indices si grossiers? Parce qu'il y a des arguments sur Facebook et Internet, c'est mais comment ça, on peut croire, ça colle rien. Alors pourquoi ils sont tellement malins, et puis ils laissent des traces que même un type comme toi, il peut montrer que c'est une évidence. Réponse, comme les discours parlent. Ah non, parce que c'est comme les faussaires. S'ils faisaient un truc complètement parfait, ils ne semeraient pas le trouble dans les têtes des gens. Et puis tu peux faire d'autres objections. Pour eux, écoute-moi, tu as vu qu'est-ce qu'ils ont fait à la télé italienne, repasser l'image quand il y a eu une tentative d'attentat, à part à Chirac ici, mais à Riga, les services secrets ont plaqué sur le fond de la voiture, ils sont partis. Ils disent, tu vas voir, en Italie, le type il est ressorti pour se montrer aux gens. Ben c'est vrai, mais ça existe aussi la connerie, ça existe... Ils te disent, non, tu ne vas pas être si ingénieux qu'ils pensent qu'ils sont cons. Et tu lui dis, oui, mais oh, aux États-Unis, il y a même eu Kennedy 1, Kennedy 2, qui ont été deux, qui ont été tués. Et les types qui ont tiré les chaussures à George Bush, si c'était... Alors, je ne sais pas. Et il pouvait... Là aussi, c'est tout un truc monté par la corporation George Bush. Alors le type n'est pas un camarade, c'est un répliquant. Ça devient vertigineux. C'est-à-dire, tu n'attrapes jamais, mais je pense que ce qu'il y a en réalité, que la première victime de cette espèce d'attitude, c'est l'idée que ça puisse exister, pas seulement la révolution, mais un geste de révolte. Parce que si c'est efficace, c'est évident que ce sont eux qui se le sont fait. Donc, au fond, il y a derrière l'idée sous-jacente qu'on dit,
vive la lutte armée, vive la révolution, vive là, mais on a complètement intégré que c'est mauvais, que ça ne se fait pas, que nous, on ne doit pas faire courir du sang, que quand ça se passe réellement, alors devient que c'est une simulation virtuelle, un montage. Donc, moi, je pense que ça amène à un délire définitif. Tu sais, il y a un délire définitif. Le sida n'existe pas, les trucs n'existent. Si ça se dérègle à ce niveau, le general intellect, les cerveaux des humains, je ne vois pas comment on peut parler de salut, de contrer cette espèce d'entropie agonique ou de passer à une révolution sociale. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Parce qu'à la fin de tout ça, il y a une espèce de truc qui est suicidaire. Parce que si rien n'a consistance, et on ne fait rien. On ne fait rien. Mais on ne fait rien, mais tout en nous frustrant, en disant qu'il faudrait... L'acte le plus subversif se réduit à un truc qui dit, moi je soupçonne, je dénonce. À qui tu dénonces? Je trouve que c'est une espèce de gibet terrible. Et que tout ça, ça tient aussi de l'identité, ça tient d'une espèce de vide, et en psychologie clinique, ça serait un trou, que tu n'es rien, c'est pour ça que tu as besoin de cuirasses identitaires, des trucs, parce que tu as un horreur d'une espèce de vertige de vide. Et ce vide est contagieux comme une pandémie, et que c'est assurer sa propre absence, une existence de zombies, et produire un discours qui est toujours une pure dénonciation, sans aucun effet par définition. Parce que dès qu'il y a quelques effets que quelqu'un se révolte, ça sortit cette espèce de négationnisme acharné que ce n'est pas possible, c'est une manœuvre du diable, toujours. C'est-à-dire que même nous, si on conteste, ou si on a une critique de la société telle qu'on peut la voir, ça veut dire que des gens peuvent interpréter que nous-mêmes, on est manipulés. Quand tu introduis cet élément, ça devient à l'infini manipulable. Je pourrais lui dire, mais écoutez, vous pourriez être, vous n'apercevez pas, mais s'aimer ce type de doute, c'est que vous êtes déjà objectivement manipulé, manipulateur, mais il te dirait non, c'est toi qui l'es, mais ça devient... Et moi, là, je pense, écoutez, là, je termine. Il y a eu toujours l'histoire humaine, c'est des fleuves de sang, il y a toujours eu des despotismes, des massacres, etc. Mais il y a de nouveau, dans la puissance technique qui peut porter ça jusqu'au suicide de l'espèce, oui. Il y a eu toujours des superstitions pas possibles. Tu sais, tu connais, à Naples, il y a des superstitions de tout type. Dans toutes les civilisations villageoises, il y a souvent le besoin d'identifier un bouc émissaire, mais ça, c'est bon enfant comparé. C'est-à-dire, peut-être les Mayas et les Aztèques, c'était des hiérarchies épouvantables, mais l'espèce a pu endurer tout ça. C'est ça que je dis. Même les croyances, les superstitions, les formes d'aliénation religieuse. Mais si il rentre à l'époque de la production de masse, de la consommation de masse, c'est-à-dire de cette espèce de délire de démocratisation de tout, qu'il rentre un génome de doute, que tout est permutable, le vrai, le faux, ça existe, ça n'existe pas, on se relance à la figure, etc. Quand tu arrives à
que cela se produit dans les têtes des milliards de personnes, à la limite, c'est évident que c'est foutu ou pas. Ça risque. C'est une partie. Mais Ça risque, donc mais- je pense qu'il oui, ça risque. y a une spécificité. Mais ça, c'est un peu l'histoire d'Internet. Que la diffusion de l'information est tellement large que Internet, tu peux dire, oui, c'est le coup de Berlusconi, ça a été monté, et l'autre qui va te dire, ça n'a pas été monté. Et l'autre qui va te dire peut-être autre chose. Et ça crée de la confusion, fatalement. Ouais, parce qu'il n'y a plus de validation Il de y a- l'information. Voilà, Il n'y a c'est- que de Il n'y l'information. a que de l'information comme ça. Tout et son contraire. Oui, les gens te diront, Donc, mais où tu trouves ça? donc, Mais je l'ai trouvé dans un site d'internet. ouais, c'est ça. Il est Mais, écrit dans Facebook. voilà, mais après, voilà, chacun peut imaginer ce qu'il veut. Oui, c'est dangereux, mais oui, c'est compliqué. Mais il y a une chose qu'ils peuvent pas, qu'Internet ne peut pas ne pas dire, qu'on le veuille ou non, c'est que tu as des riches et des pauvres. Ça, c'est vraiment matériel. Ça, c'est vraiment concret. Il y a des choses que, je veux dire, Internet ne peut pas contredire non plus. Que quand la personne, je veux dire, travaille et se fait chier 8 heures par jour, et que, je veux dire, ceux qui dirigent l'organisation de l'entreprise et du travail, que eux, ils gagnent plus et qu'ils te font... et qu'ils ont du pouvoir sur toi. Oui, mais bien sûr, Bon, je ne fais ça, pas c'est- de discours apocalyptique. Mais, Bon, ça, c'est concret. oui, je veux mais dire. jusqu'à où? Jusqu'à Après- quand? Je ne vais pas pour un moment donner dans l'apocalyptique, Ouais. parce que quand on donne aux pauvres, et sinon, ce qu'on raconte, même les gens qui à croquer un encore plus pauvre, diabolisé, les Roms, c'est extrême dans la Ouais, chaîne. ouais, ouais. Ou quand, en Italie, il y a quelque part, par rapport au rapport de classe, il y a un paquet de prolétaires, ouvriers, etc., qui s'est passé aussi d'une façon plus limitée avec le pénisme en France, qui sont embranqués direct dans le racisme de la Ligue du Nord, Ouais. parce qu'ils voient les immigrés d'un côté, on alimente ce délire du risque zéro, donc il y a tous les fantasmes immigration, insécurité. D'un autre côté, ils les voient comme des gens qui peuvent insidier, comme l'armée salariale de réserve, leur travail, parce qu'on dit, viens ici, il travaille pour 3 fois rien, ou alors il y a des délocalisations, il y a des trucs, donc il y a aussi ce corporatisme qui a amené en France, c'était contre les Italiens à l'époque Oui, des oui, Mots. Puis en même temps, il y a les fantasmes de les voir, parce que c'est un vieux fantasme, comme une espèce nouvelle, grosso modo, d'esclave, parce qu'une famille ouvrière, il peut se permettre une Ukrainienne ou un truc comme auxiliaire de vie pour garder ses parents, qui autrement même des familles très modestes. Donc il y a le fantasme de l'envahisseur, il y a le fantasme du type qui te vole ton pain et qui se vend pour rien, etc. Il y a les fantasmes de tout type, plus les fantasmes quand même de réaliser un esclavage démocratisé, que même les pauvres ils peuvent avoir à leur tour une espèce de semi-esclave. Et si là tu n'agis pas sur les dispositifs mentaux, ça d'un côté. Et si d'un autre côté, les gens qui restent, disons comme ça, ancrés pour ainsi dire à gauche ou à l'extrême gauche, ils te disent, eh bien, je trouve la seule possibilité de donner cours à ma haine en m'embranquant derrière les juges di Pietro, le populisme, les trucs qui réclament comme horizon et objectif la légalité. Donc tout le désir, c'est qu'il y a une injustice, il y a des impunis, et que donc tout le problème cathartique pour toi, c'est que Berlusconi doit finir en tôle. Mais après, c'est Berlusconi, mais c'est aussi les terroristes, c'est aussi Battisti. Alors, ces dispositifs mentaux, ils brûlent même
l'identification de ton intérêt direct, brutal, matériel. C'est vrai qu'il y a quelques espoirs, par exemple. C'est vrai que cette idée un peu populacière, justicialiste, de l'égalitarisme pénal, c'est une idée qui prend aussi chez des pauvres ou chez des camarades. C'est vrai qu'au moins, même si on était très différents, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un de vieux brigadiste s'embringuer dans ça. Ne serait que parce qu'on sait que les mêmes gens qui réclament sont les mêmes qui réclament l'égalitarisme au rabais, la punition contre les impunis. Ils la réclament contre les riches, les corrompus, les mafiosos, mais contre les terroristes aussi. Tu peux être sûr. Ils marchent, les juges di Pietro, les Travaglio, les démagogues de cela, tu lui poses la question sur l'affaire Moreau, ils te diront que c'était des monstres, qu'il faut, au nom des victimes, qu'elles soient punies à vie, et même dans l'autre vie, etc. Donc là, tu vois, mais il y a souvent des camarades qui, par contre, ils s'embringuent derrière un drapeau qui dit la légalité et le pouvoir des sans-pouvoir, et au nom duquel on fait aussi les lois spéciales contre qui conteste une décharge et un incinérateur non thermovalorisateur, contre qui conteste le TGV, et ils n'arrivent pas, même pas sur leur intérêt direct, à ne pas tomber dans l'union sacrée, à faire les têtes des Turcs. Donc, je ne dis pas que c'est définitivement foutu, mais je dis qu'à côté de toutes les luttes concrètes qui, pendant très longtemps, ne seront que des luttes de forme de résistance, il faut opérer une cassure, je pense capitale, beaucoup, contre le fétiche de l'identité, contre ces réponses d'être dans la dénonciation et dans cette espèce de production à tour de bras de micro-négationnisme qui se prend pour vraiment manifestation d'esprit critique. Et il faut contrer ces trucs. Si on ne part pas avec une rupture, mais alors cinglante, et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Donc oui, l'unité, la fraternité concrète avec tout le monde, mais il faut devenir, je pense, intraitable sur certains points de référence du discours, en disant, à la limite, ce n'est pas les problèmes, les anards, les ultra-gauches, les trucs, les autres, les identités, mais c'est sur cette question, nous on pense ça par exemple. Moi, je me retrouve dans la vie quotidienne, mais c'est de plus en plus les gens qui me disent, toi, c'est là, tu ne vas pas croire que ça serait réellement passé. Et par une espèce de fraternité, parce que c'est un camarade, parce que tu l'aimes bien, parce qu'il restait mal, on laisse passer, mais c'est mortel. C'est mortel en réalité. Tu parles, il faudra toujours énoncer des trucs, à la limite comme une espèce de manifeste en disant, écoutez, pour nous, ça, ça et ça, si on descend plus en bas que ça, ben, je ne sais pas, c'est la fin de... Ben, il faut qu'à un moment donné, ce qu'on croit nous je me lâche quand même, hein, ben, par rapport à toutes ces entités, à toutes ces autres pensées, ben, il faut qu'on démontre concrètement, par la pratique, que ce qu'on pense correspond à la réalité. Sans ça, on va se trouver complètement dans l'irréalité aussi. Oui, et c'est ça le plus dur. Et c'est ça qui va être très dur. Mais je crois que ça vaut le coup d'essayer. Encore. Oui, mais tu sais comment ça s'est passé. Et encore, toujours. Alors c'est peut-être une forme pour moi de réaction non, mais pour ne pas tomber dans la feuille aussi.
Donc c'est essayer à un moment donné par rapport à cette camaraderie, d'essayer de voir où est-ce que, comment eux ils pensent les choses, et de voir s'il y a un point commun, dire au moins trouver le point commun. Si le point commun, je dirais, n'existe Non, mais plus, le problème, c'est que le point commun va avec la mise en clair de certaines choses. Je te fais un petit non, je suis d'accord, je suis d'accord. Eh oui, Oui. parce que sinon, je te fais un exemple de la vie quotidienne. Je suis à la limite plutôt autocritique. J'ai discuté avec le camarade Vincent, le compagnon de Mouloudji. Bon. Alors, je ne sais pas si tu t'es trouvé dans notre vie quotidienne. Il y a eu l'histoire de je ne sais pas si j'ai dit des choses que vous trouvez scandaleuses, vous me le dites. L'histoire du virus H1N1. à la porcino. Oui, H1N1. Alors, attends. Donc, moi, je pense d'être anticapitaliste, etc., etc. Bon. Je pense de ne pas être scientiste. Il y a eu du scientisme même dans la gauche et dans l'extrême gauche. Et donc, quelqu'un qui dit « Ah, ce qui me dit la médecine officielle, c'est la vérité parce que c'est la science et la technique. » Donc, je peux bien imaginer, il y a eu par exemple, j'ai entendu beaucoup de choses chez les camarades, mais il y a eu une émission du type qui faisait Nulle part ailleurs, comment ça s'appelle, à France Culture, Mermet, dans laquelle j'ai entendu beaucoup de camarades proches dire « Ah, magnifique, il t'a expliqué tout. » Qu'est-ce qu'il explique? Qu'il y a des intérêts faramineux, et c'est vrai, qu'il y a les labos, autrement dit le secteur de l'industrie des médicaments, qui sont en train de voir arriver à échéance une série de brevets, et pour lesquels cette histoire du vaccin, c'était une manne. C'est vrai, c'est vrai. On t'explique que Bachelot en France, si c'était Bachelot, on a trouvé qu'il faisait partie du conseil d'administration de quelques labos, que la France, elle a commandé, ça même une amie à moi, qui est une épidémiologue, à une quantité faramineuse par rapport aux autres pays de vaccins. En plus, en ordonnant un vaccin avec un booster qui n'était pas nécessaire, que dans le Canada, il y a eu un autre scandale. Donc, on parle, mais moi, je dirais, c'est le capitalisme, darling, comme dit la phrase, non? C'est comme est la phrase du film, non? C'est le capitalisme bellezza, non? Bon, alors, il y a la loi du profit, prête à tout. Il y a tous les possibles imaginables réseaux de spéculation sur spéculation, comme on dit, trafic d'influence, agiotaggio, etc. Bon. Corruption, mafia, politicare, etc. Tout ça, ça existe. Et tout ça, ça se produit à ces sujets. Mais de là à dire direct que tout ça c'est un bobard, c'est pas la même chose, parce qu'on pourrait dire les mêmes choses, tout le monde qui est prêt à te dire ça, à dire que qu'il te regarde comme un crétin conformiste en disant ah encore tu crois que donc il a une valeur de pensée critique. Pourquoi il n'applique pas la même logique à le marché des voitures, le voyage en avion, l'immobilier, etc. Donc là, comme c'est quelque chose de bizarre, ça mélange un truc écologiste, un truc catastrophiste, un truc sur l'invisible. Donc il y a, bon,
Mais il y a des positions, il y a des copains qui te disent, et en plus, comme pour la vache folle, si c'est passé tout ça, c'est parce qu'on a voulu faire de la surexploitation intensive de élevage de porcs, je ne sais pas où, et ça n'empêche que, alors ce n'est pas qu'à cause de ça, pour le punir, tu te laisses en l'occurrence contaminer et mourir pour dire c'est de votre faute, donc je ne vais pas suivre les choses. Je veux dire, ou alors d'autres qui pourraient parvenir à dire, il y en a des sites, que ce n'est pas vrai du tout. Alors, moi, je ne veux pas dire que c'est vrai. Vincent, il disait, moi, tu sais, comme j'ai fait partie, il avait été permanent à ACTAP, il travaille, j'ai trouvé que j'ai participé à des réunions des experts, etc. Tout le monde, il y a des perplexités, etc. Mais à la fin, ils ont décidé de se vacciner, et moi aussi. Et le reste, c'est une espèce d'obscurantisme, de croyances superstitieuses qui se donnent. Mais peut-être que lui aussi, il se trompe. Mais je veux dire, quelle est l'attitude de ceux qu'un temps on aurait dit un communiste libertaire, un esprit critique? Essayez de voir un peu, parce que si tu pars sur une condition, un discours paranoïaque de type négationniste, comment s'appelait le président de l'Afrique du Sud après Mandela. Non, après Mandela, Thabo Mbeki. Lui, à un certain moment, sur la base d'un discours idéologique, panafricaniste, etc., il était arrivé à dire que le virus du sida, c'était une simulation. Il s'est retrouvé l'objet de pression des cercles d'ultra-droite néo-puritaine américaine. Et après, quand même, ces décisions, je pense qu'il a été mis sous la touche aussi parce que c'était un désastre. D'accord, c'était contre les labos, mais si ça revient à faire autant de désastres que la propagande du pape contre les préservatifs, donc je veux dire qu'on ne part pas sur des principes généraux. Tout ce qu'on me dit, puisque je suis contre ces critiques, c'est